Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une de mes vidéos préférées, qui est celle du point d'artiste avec mes créations, les inspirations culturelles, les favoris du moment, toutes ces choses-là, avec un thé. Donc ça va être du coup mon premier favori, le thé, puisque je me suis préparé un thé fumé d'exception qui s'appelle Smoky Hinoki et qui fait partie d'une collection de thés fumés grand cru de chez Mariage Frères, qui ont un packaging assez spécial puisqu'ils sont stockés dans une boîte en carton comme ça, et à l'intérieur de la boîte en carton vous avez 50 grammes de feuilles de thé qui sont mises sous vide. C'est pour ça que celui-ci n'est pas encore ouvert, parce que j'attends d'avoir terminé celui-là. Parce qu'une fois que vous l'enlevez du sous-vide, et ben forcément, même si je le stocke dans une boîte de thé, voilà, c'est un thé d'exception qui coûte bien cher, donc j'ai envie qu'il soit bien, de bien m'en occuper, vous voyez. Donc c'est une collection, il y en a 4 ou 5 je crois, que propose Mariage Frères, vendue par 50 grammes. Comme tout thé d'exception, ça coûte un prix d'exception. Je crois qu'on est sur 18 ou 19 euros les 50 grammes. Donc ça veut dire du 38 à 40 euros le kilo, non les 100 grammes, donc on est sur du 400 balles le kilo, merci les feuilles de thé. Ce qui est la raison pour laquelle bien évidemment c'est pas mon thé du petit déjeuner. C'est un thé que je sors un peu comme quand vous allez chez votre chocolatier du quartier, artisan chocolatier du quartier, que vous vous achetez un petit ballotin de chocolat à 90 euros le kilo une fois de temps en temps. Bah là c'est un petit peu le même concept. C'est une tasse de thé que je me prépare une fois de temps en temps, quand j'ai envie de rendre le moment un petit peu spécial. Et là, ça fait plusieurs semaines que j'avais rien filmé pour YouTube. Même si vous continuez à avoir des vidéos toutes les semaines. J'avais pris pas mal d'avance, donc c'est la première fois que je refilme depuis 2-3 semaines. Et du coup, c'était un moment un peu particulier. Du coup, je me suis fait un petit thé fumé d'exception. Et donc, si vous aimez le thé fumé, qui est quand même un style de thé, un goût de thé assez particulier, mais si c'est quelque chose que vous aimez, chaque thé d'exception en fait est fumé avec un bois différent et vient d'un pays différent, etc. Là le Smoky Hinoki c'est fumé avec du cyprès, c'est un truc du Japon. Et celui-là que j'ai pas encore goûté c'est aussi un thé du Japon, Smoky Yakusugi, fumé au bois de cèdre japonais de l'île de Yakushima. Et en fait je suis allée à un comptoir Mariage Frères où ils avaient les feuilles de thé qu'on pouvait sentir, qui permet de voir les subtilités. Mais voilà, si vous aimez le thé fumé, on est vraiment dans une gamme de qualité qui vaut le coup, qui fait vraiment très plaisir. Puisqu'on est dans les objets, je vais continuer avec les objets. De la papeterie. Je me suis rendue début avril à Strasbourg, dans une papeterie qui s'appelle Monogramme. Et ils ont des produits de chez Pépin Presse avec des stickers, enfin des livres de stickers, des machins comme ça. Ils ont un petit peu des produits avec des tissus japonais aussi, genre des tote bags, des petites trousses. Ils ont pas mal de stylos plumes, et puis ils ont des stylos plumes entre 20 et 4000 euros quoi. Ils ont des carnets aussi, des carnets à bullet journal, notamment des marques assez connues comme Leuchtturm 1917. Donc, et puis régulièrement ils stockent un petit peu des marques différentes. Et donc j'aime bien y aller quand je vais à Strasbourg pour pouvoir justement voir un petit peu ce qu'ils stockent et découvrir des choses que je connais pas forcément, ou alors des couleurs de choses que je connais mais que j'avais pas acheté dans cette couleur là. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté 3 choses. Je me suis acheté 2 stylos plumes qui sont là. Alors c'est 2 marques que je connaissais déjà très bien. La première c'est la marque Kaweco, qui est une marque de stylo plumes allemande. Et ils ont tout un tas de gammes, et puis ils ont une gamme de prix très vaste. Là c'est le Kaweco Sport avec un corps en plastique. C'est les moins chers de leur gamme, j'ai dû payer ça peut-être 22-24 euros, quelque chose comme ça. Ils ont plein de plastiques de couleurs différentes, et je me suis offert celui-ci parce qu'il a une couleur abricot, qui est de la même couleur que mon vernis à ongles aujourd'hui, je n'ai pas fait exprès. Et quand je l'ai vu, je me suis dit super, ça va être une couleur un peu à la fois claire, légère, qui fait printemps-été, et que j'utiliserai pour l'été. Et à l'intérieur, j'ai mis une cartouche violette de la marque Kaweco, qui s'appelle Violet d'été ou un truc comme ça. Alors pourquoi je l'ai acheté en cartouche et pas en... D'habitude j'achète plutôt des bouteilles d'encre
avec des convertisseurs que je mets dans les stylos parce que c'est plus économique et c'est plus écologique. Là j'ai acheté une boîte de 4 ou 5 cartouches parce que franchement le violet estival ça fait pas forcément partie de ma gamme de couleurs neutres annuelles habituelles, c'est plutôt un truc que j'avais envie d'utiliser ce printemps-été. Et du coup 5 cartouches ça suffira largement. En plus comme en général je voyage beaucoup au printemps-été, c'est plus pratique quand on est en voyage d'avoir des cartouches plutôt que de se trimballer des bouteilles d'encre. Voilà donc le premier achat. Le deuxième achat c'est un autre stylo plume d'une marque, je sais pas si c'est pas suédois ou danois, qui s'appelle Lamy, que vous connaissez sûrement parce que Lamy ça faisait partie des stylos plumes qu'on s'achetait quand on était au collège. Qui n'ont pas changé depuis. Je trouve que c'est des stylos qui ont un rapport qualité-prix incroyable. Parce que là pareil, c'est une gamme, donc c'est la gamme Lamy Safari. Alors pareil, c'est du plastique, hein. Et j'ai aussi payé ça moins de 25 €. Et là, c'est leur couleur. En fait, chaque année, Lamy Safari, ils sortent 2 couleurs exclusives à l'année. Et j'avais acheté les couleurs exclusives de 2019 ou 2020. C'était un espèce de orange brûlé et un vert kaki qui était magnifique, qui allaient très bien ensemble, j'avais acheté les deux. Et cette année, les couleurs de l'année, c'est des tons de violet, pourpre, rose, trucs comme ça. Donc il y avait celui-là qui s'appelle Cassis, enfin Blackcurrant, non, Blackberry, mûr, Blackberry, et l'autre qui est un petit peu plus rose, un peu plus framboise, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup moi c'est celui-ci qui m'a plu. Voilà. Évidemment, les cartouches violettes, je les avais achetées pour aller là-dedans, sauf que c'était des cartouches de cette marque-là et c'est pas compatible avec celui-là. Donc l'encre violette est dans le stylo orange et dans le stylo violet, c'est de l'encre noire. Je suis sûre que mon cerveau va être en mesure de s'en rappeler. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ça avec l'encre noire en guise de stylo plume principal? C'est parce que je me suis acheté un carnet violet. Regardez, comme ça va bien ensemble, je suis trop contente. Donc troisième et dernier achat que j'ai fait à la papeterie Monogramme, c'est un carnet à bullet journal d'une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Sequence et que mon petit doigt de Sherlock Holmes me dit que c'est une marque allemande. Donc c'est la version pointillée que je me suis achetée et en fait c'est une marque qui a l'air très similaire à Leuchtturm 1917 ou à Moleskine puisqu'ils ont plusieurs tailles. Donc là c'est du B6, donc la taille que je préfère pour mon bullet journal. Le journal actuel qui est là, c'est aussi un B6. Mais j'ai vu dans la papeterie qu'ils avaient également du A5, du A6, donc vraiment le format poche. J'ai pas regardé s'ils avaient autre chose, mais en tout cas c'était ça qui était stocké dans la papeterie. Et avec tout un tas de couleurs, de couvertures différentes comme Leuchtturm. C'est des couvertures souples comme Leuchtturm. Et ils ont, comme Leuchtturm, version vierge, lignée, quadrillée, pointillée. Voilà, c'est très similaire, c'est-à-dire que vous choisissez votre taille, vous choisissez votre lignage de page, et à partir de là, ils vont vous dire quelles couleurs ils ont disponibles. Parce que je suis allée voir, il y a un site internet que je vais vous mettre dans la description. Si vous n'avez pas accès à cette papeterie-là, ou s'ils ne l'ont plus en stock quand vous allez voir la papeterie Monogramme, sachez que ça peut s'acheter en ligne. La différence avec Leuchtturm, c'est un tout petit peu plus petit. Vous voyez, le Leuchtturm, ils appellent ça B6+, et il y a un bon centimètre de différence. Donc il est un petit peu plus compact. Et il a plus de pages. Donc le B6 souple de Leuchtturm, qui est vraiment le modèle équivalent, il a 123 pages. Celui-là, il en a 200. Donc il est vraiment à mi-chemin entre le Leuchtturm souple comme celui-là et puis l'autre qu'ils ont qui a une couverture rigide qui a 240 pages. C'est un entre-deux en fait. Parce qu'il a quand même la couverture souple, donc il est quand même plus compact et plus flexible et tout ça que les carnets à couverture rigide, mais il a 50% de pages en plus, entre 120 et 200, il y a 50% de pages en plus, puisqu'il y a 60 pages de plus. Je suis pas sûre de mes maths là. Mais en tout cas, il y a plus de pages. Et du coup, moi, avec l'usage que j'ai de mon bullet journal d'aujourd'hui, je peux facilement mettre 1 mois de plus dedans, voire 2 mois de plus dedans. Du coup, je me suis dit, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Les paramètres un petit peu différents du Leuchtturm, notamment le fait qu'il y ait plus de pages. C'est lié à ce que je vous avais dit dans la vidéo, j'ai sorti une vidéo bullet journal fin avril, courant avril,
où je vous expliquais que j'ai mis en place des pages hebdomadaires qui n'existaient pas avant. Je peux vous montrer celle de cette semaine rapidement. Vous voyez, j'ai mis en place des pages hebdomadaires comme ça, que j'ai un petit peu fait évoluer depuis la vidéo bullet journal, parce que j'ai rajouté un encart avec des buts, enfin avec des priorités de la semaine. Et je vous expliquais, vous pouvez aller voir la vidéo bullet journal si vous voulez les détails, mais je vous expliquais que j'avais créé cette page-là pour que le côté organisation soit, donc le côté liste de tâches, choses comme ça, soit cantonné à cette double page-là, même si en réalité, si j'ai des tâches supplémentaires, j'ai aucun problème à le mettre à la suite dans les dailies. Le principe du bullet journal, c'est que c'est hyper flexible. Mais le principe, c'était d'enlever les tâches quotidiennes du quotidien pour me donner le loisir, me rappeler que j'ai choisi que mon bullet journal soit avant tout un carnet de bord de ma vie. Et où du coup, je consomme un peu plus de pages qu'avant. Du coup, le fait d'avoir 200 pages, je me dis ça peut être pas mal. Donc ce sera mon prochain bullet journal quand celui-là, là, il sera terminé. J'utiliserai celui-ci. Donc fin du printemps, tout l'été, probablement le début de l'automne aussi. Avec ça. Et avec ça. On voit la fanade papeterie, là je me suis fait bien plaisir. Voilà pour la papeterie. Tant que je suis dans les objets, un autre truc que je change bien souvent au printemps et à l'automne, c'est les cosmétiques. Puisque les besoins en tout cas moi personnellement, les besoins que ma peau a ne sont pas tout à fait les mêmes au printemps-été et en automne-hiver. Et j'ai remarqué que dans mon budget, il faut que je fasse une petite place pour les cosmétiques, en général en avril et en octobre. Donc là, je me suis acheté plusieurs choses que je vais vous montrer. Je me suis acheté une nouvelle crème de jour. La crème de jour que j'avais achetée cet automne est pas tout à fait finie, mais je la ressortirai à l'automne prochain. Et alors, elle était très bien. C'était une crème anti-âge de chez L'Occitane. Elle était très bien, mais franchement trop chère. Pas envie de mettre 90 balles dans une crème de jour. Ça, c'est un choix personnel. Chacun fait ce qu'il veut et les cosmétiques ont des gammes de prix très très larges. Donc c'est vraiment à chacun d'établir son budget, ses valeurs, ce qui est le plus important, etc. Moi personnellement, mettre 90 balles dans une crème de jour d'une grande marque industrielle, etc., c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc soit j'ai envie de payer moins cher, soit j'ai envie de me tourner vers une petite marque française que j'ai envie de soutenir, etc. Donc là j'ai opté pour le moins cher. La marque s'appelle The Ordinary. Je dirais que le seul problème par rapport à mes valeurs, c'est que c'est fabriqué au Canada. Si vous êtes au Canada, ben c'est parfait. Comme ça c'est local pour vous. Mais sinon, c'est un produit qui est... bon, c'est une crème hydratante. Crème hydratante, 15 € les 100 ml. Je crois que c'est la crème hydratante la moins chère de ma vie que j'ai achetée. Et elle est super, j'utilise depuis un mois maintenant. Franchement, elle hydrate bien la peau sans être lourde ni grasse sur le fini de la peau. J'en suis très 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 contente. Et honnêtement, si j'en suis contente jusqu'au bout, eh ben ça deviendra ma crème hydratante de base pour toute l'année parce que jusqu'à présent ça me plaît énormément. Donc nouvelle crème hydratante, ça fait des années que je change de marque chaque année parce que j'arrive pas à en trouver une qui me plaît. Celle-ci elle me plaît bien. Je me suis aussi offert, donc ça c'est un truc typique du printemps-été, un super défense City Block protecteur quotidien visage énergisant. Merci l'équipe marketing de Clinique. Donc c'est en fait une crème visage qui a une protection solaire SPF 50. Comme tous les produits Clinique, si vous connaissez pas la marque, c'est une marque cosmétique un peu parapharmacie, assez haut de gamme, qu'on trouve chez Sephora, Galeries Lafayette et compagnie, dans les aéroports, etc. Que j'utilise depuis une vingtaine d'années, parce que c'était ma tante qui utilisait ça, qui me disait que c'était super bien. Donc quand j'avais 18-20 ans, bah, je m'étais acheté des crèmes de jour, des maquillants, des machins comme ça de chez Clinique, parce que ma tante me l'avait conseillé, que c'était des bons produits. Aujourd'hui, j'utilise encore 2-3 produits de chez Clinique, mais bah, les années faisant, j'ai trouvé après d'autres marques qui me convenaient mieux. Mais là, ce truc-là me plaît bien. C'est testé anti-allergénique, etc. Il n'y a pas de parfum. Je me suis rendu compte que sur la peau, c'est compliqué quand il y a du parfum sur la peau, parce que le nez, il est juste là, quoi. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Les odeurs, elles viennent juste de là. Alors d'avoir un truc ultra parfumé sur le visage, c'est insupportable. Donc là, il n'y a pas de parfum, c'est parfait.
super protection solaire pour le printemps-été. Et puis en plus ils vous le vendent, c'est pour ça que ça s'appelle ça City Block là, c'est parce que c'est aussi genre anti-pollution, machin, tout ça. Enfin bon voilà, quand on est au printemps-été dans un environnement urbain, je me suis dit que pour m'occuper de ma peau c'était pas mal, je le mets aussi sur tout le décolleté. Donc ce sera celui-là pour jusqu'à octobre prochain quoi. On verra si un seul pot suffit pour tout le truc. Ça coûte quand même 35 € par là, donc si ça pouvait me durer toute la saison, ce serait pas mal. Et enfin, dans le domaine des solaires, je me suis acheté ce truc que j'ai trouvé à la pharmacie. La marque c'est SVR, Laboratoire Dermatologique. Donc là on est vraiment sur de la marque de parapharmacie qui se trouve en pharmacie quoi. C'est aussi un SPF 50. Très haute protection et c'est une eau solaire, donc il faut mélanger le machin avant de pchiter. Et plutôt qu'une crème, c'est une eau, donc c'est beaucoup plus agréable à mettre. Et ça, c'est pour le quotidien en ville. Je vais pas aller à la plage avec ça. Probablement que je pourrais, mais le pot est trop petit. Mais c'est pour mettre sur les bras, sur les jambes si je mets une jupe courte ou un short. Au quotidien, entre maintenant et octobre, quand je sors en ville. Et puis quand j'irai à la plage, je retourne à Gruissan en juin prochain si ça vous intéresse. Quand j'irai à la plage, j'achèterai un gros pot de crème solaire pour mettre sur tout le corps quand on bronze à la plage, vous voyez. C'est encore un truc différent. Parce que ça coûte quand même 30 balles. Pas forcément envie de cramer 30 balles de crème solaire en une semaine de vacances à la plage si vous voulez. Voilà pour les favoris du mois. Je vais passer aux créations et on terminera par les inspirations culturelles. De toute façon, ce sur quoi j'ai bossé pendant tout le mois d'avril, c'est la collection printanière qui est sortie le 19 avril dernier sur la boutique de Café aux Étoiles, que je vous invite à aller voir si vous consultez cette vidéo au moment de sa publication, puisqu'elle reste en ligne jusqu'à fin mai. Donc j'ai sélectionné des originaux. Donc ça, attention, si vous regardez la vidéo maintenant que vous les trouvez chouettes, allez voir vite parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc entre le moment où je filme, on est la semaine du 19 avril, la boutique n'est pas encore ouverte, et le moment où vous regardez la vidéo, peut-être qu'il y en aura un ou plusieurs qui seront déjà vendus puisque c'est un exemplaire unique, hein, c'est le concept des originaux. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Sinon, juste pour votre information, voilà, en tant qu'artiste illustratrice, je vends mes aquarelles en ligne. Et donc là, c'est les dernières aquarelles de la collection Éclat printanier que j'avais créée il y a 2 ans. Donc elles datent de 2 ans ces aquarelles. Hein. Voilà, il y en a 4. Que j'avais peintes sur le papier le plus qualitatif possible, puisque c'est du papier... Alors il y en a un qui vient de chez Bosner et l'autre qui vient de chez Caddy. Et dans les deux cas, c'est des papiers artisanaux, 100% coton, 320 grammes par mètre carré, donc c'est hyper épais même pour du papier aquarelle. Et comme vous voyez, c'est une finition rugueuse et des bords rugueux, donc ça donne un style un peu particulier. J'encourage à encadrer ça dans un cadre qui est en vert des deux côtés. Comme ça, vous voyez le contour rugueux plutôt que de mettre un passe-partout autour. Je trouve que ça donne un petit côté un peu artisanal ou wabi-sabi. Enfin, moi personnellement, c'est un style que j'adore pour ma propre déco. Voilà, j'en peindrai d'autres. Hein. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la page des originaux sur le site de la boutique de Café aux Étoiles. Parce que là, au moment où je vous parle, j'ai simplement remis en vente les originaux existants parce que j'ai pas eu le temps d'en créer d'autres. Mais si je peins d'autres originaux au courant du printemps, je vais les mettre sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai également refait en version 2024 un tirage d'art que j'avais lancé l'année dernière. Et en fait, je l'ai refait. En fait, les tirages d'art, si vous voulez, le principe, c'est qu'ils sont imprimés dans un nombre d'exemplaires limité. Donc là, il y en a 10. Et puis une fois qu'ils sont imprimés une fois, c'est fini. C'est pour ça que ça compte comme des œuvres d'art et non pas comme des marchandises à la manière d'une papeterie qu'on peut réimprimer autant de fois qu'on veut. Parce que le concept du tirage d'art, c'est qu'il est tiré une fois et après il ne peut pas ressortir pareil. C'est-à-dire qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir les retirer. Et donc ceux-là, je les retirés, ou en tout cas j'en ai tiré des nouveaux à partir de la même illustration. Ce qui a changé, c'est la qualité du papier. Donc là, c'est du papier aquarelle 300 grammes par mètre carré qui vient de chez Canson, qui est fabriqué en France. Donc c'est un papier texturé. Ceux de l'année dernière, c'était aussi un papier texturé, mais c'était seulement 180 grammes par mètre carré. Et ces papiers-là, j'ai choisi de les utiliser uniquement pour les cartes et affiches, justement, qui sont pas artistiques, mais qui sont
considéré comme de la marchandise et que je réimprime autant que vous en achetez quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier. Par contre là, un vrai papier épais, aquarelle, etc., je trouvais que pour un tirage d'art c'était mieux. Donc j'ai changé le papier, j'ai renumérisé l'aquarelle pour qu'elle soit plus fidèle aux couleurs de l'aquarelle originale. Donc ça c'est le concept, hein, d'améliorer la qualité de son travail au fil du temps. Et j'ai également changé les pigments d'aquarelle que j'utilise, parce qu'en gros l'autre particularité des tirages d'art par rapport aux affiches classiques, c'est que je viens faire un travail à la main dessus. Donc là en l'occurrence je rajoute une aquarelle, enfin vous voyez un petit chemin d'aquarelle cuivré à la main sur chacun des tirages d'art que je viens signer à la main en dessous et qui sont numérotés derrière. Alors celui-ci c'est 0 sur 10 parce que c'est l'épreuve d'artiste en fait, hein. Et il est encadré parce que je décore mon intérieur avec. Mais ensuite, ceux que je vais imprimer, en fait à mesure de la commande, je vais voir combien de tirages d'art se sont vendus et je vais tous les imprimer maximum jusqu'à 10. Et je vais les numéroter de 1 à 10 derrière, comme ça au crayon de papier. Donc c'est ça qui fait la différence aussi en termes de valeur entre un poster, une affiche, une carte postale et un tirage d'art. C'est qu'on est sur des papiers plus qualitatifs, avec de la vraie aquarelle ajoutée à la main, avec une signature au crayon à papier à la main et un certificat d'authenticité. Et j'aime bien en proposer au moins un par collection éphémère, et il y en aura probablement dans le cœur de collection aussi à venir quand j'aurai eu le temps d'en créer. Parce que c'est un bon compromis entre les originaux et la papeterie en termes de prix, puisque les tirages d'art en général on est entre 45 et 80 € un tirage d'art, alors qu'un original, il y a juste les tout petits comme ça qui sont un petit peu en dessous de 100 €, celui-là il coûte 90 €, mais sinon les originaux ils sont tous au-dessus de 100 €, donc on n'est plus dans les mêmes budgets. Du coup le tirage d'art ça permet un entre-deux que je trouve intéressant pour les personnes qui souhaitent s'offrir une œuvre d'art, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de donner une ou plusieurs centaines d'euros pour un original signé par l'artiste quoi. Et bien évidemment j'ai aussi créé de la papeterie. Alors je vais pas forcément tout vous montrer parce que sinon déjà que je sens que la vidéo va durer 50 ans. Voilà, mais pour vous donner une idée, j'ai ressorti des planches de stickers qui est vraiment la création de papeterie qui vous plaît le plus. Donc c'est vraiment le premier truc que je crée à chaque fois que je sors une collection de papeterie, parce que je sais que c'est ça que vous aimez acheter. Donc il y en a plusieurs, il y a 2 collections de stickers et il y a la collection des calendriers aussi. Si vous connaissez un petit peu la boutique, vous savez de quoi je parle. Donc il y a tout ça aux couleurs printanières. Je vous invite à aller voir l'Instagram du Café aux Étoiles. Je vais mettre le lien en description. Parce que je partage souvent des photos et des vidéos des créations qui sont proposées si vous voulez aller voir un petit peu. Et j'ai aussi créé des cartes postales, si je les retrouve. Voilà. Dans la collection permanente, c'était une carte postale entre guillemets luxe avec du papier artisanal, etc. qui est un petit peu plus cher, qui est vendu avec son enveloppe et tout. Là, pour la collection printanière, comme je voulais en proposer plusieurs, je suis revenue sur des cartes postales un peu plus habituelles, imprimées sur du papier recyclé. Et en fait, c'est une page A4 que je découpe en 4, qui me permet d'avoir 4 fleurs différentes pour honorer le printemps. Et avec un verso qui est... J'ai changé les versos des cartes postales récemment, parce qu'en fait, je me suis dit, toute la partie avec l'adresse et le timbre, quand on s'achète une carte postale artisanale d'artistes comme ça, fait main, etc., je suis pas sûre que vous ayez envie de l'envoyer tel quel comme ça par la poste, sachant que papier recyclé comme ça, c'est pas très waterproof, c'est pas très imperméable. Du coup, si vous les envoyez, j'imagine que vous les glissez dans une enveloppe. Et du coup, je voulais qu'il y ait plus de place pour écrire un mot. Donc il y a simplement, comment dire, les crédits derrière, d'où ça vient, le logo de Café aux Étoiles, etc. Mais vous avez plus de place pour écrire si vous choisissez de les utiliser en guise de carte postale. Même si moi, en général, les cartes comme ça, quand j'en achète auprès d'artistes, c'est plutôt pour décorer chez moi ou décorer mes carnets que pour les envoyer. Mais voilà, j'ai pensé à ça. Voilà, donc ça c'était mes créations principales pour le mois d'avril, pour le printemps. Côté écriture, je vous avoue, c'est un petit peu entre parenthèses parce que entre la boutique et les collections printanières de la boutique,
et le programme de coaching business que je suis en train de suivre en ce moment pour développer mon activité d'artiste indépendante, j'ai plus beaucoup de temps ni d'énergie. Mais ça va revenir, ça fait partie de mes objectifs d'organisation, de remettre des créneaux d'écriture réguliers. Parce qu'à un moment donné, si j'arrête d'écrire à chaque fois que je suis occupée, mes romans vont jamais sortir. Si vous êtes écrivain ou écrivaine, je pense que vous connaissez le problème. C'est du travail de longue haleine et du coup c'est du travail qui nécessite d'avoir des créneaux réguliers. Et donc il faudrait que je remette ça un petit peu dans mon quotidien, mais je suis obligée de prioriser comme toutes les personnes qui ont plusieurs activités. Donc pour l'instant l'écriture c'est un petit peu en suspens, mais je vous tiendrai au courant. Hein. Et donc pour terminer, je vous propose, je vais reprendre ma liste dans le bullet journal, les inspirations culturelles. J'en ai une qui est là physiquement, qui est un des livres que j'ai lu et aimé, qui était le livre du club de lecture Patreon de mars et avril, donc Le Château de Hurle par Diana Wynne Jones. Et donc sachez que si vous aimez bien le concept de club de lecture, soit pour discuter, enfin pour lire et discuter du livre en même temps que les autres, il y a un canal Discord sur le Discord des mécènes dédié aux discussions en direct sur la lecture en cours. Mais après il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tous les 2 mois, quand on a fini une lecture, je publie une vidéo ou un audio bonus sur Patreon pour tous les mécènes à partir du palier Espresso. Vous pouvez voir du coup les archives. Alors on a commencé en 2024, donc il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Mais au fil du temps, vous allez avoir les archives des livres que j'ai lus et appréciés et vous allez pouvoir avoir mon avis, vous voyez. Et vous allez pouvoir avoir les avis des autres personnes s'ils laissent leur avis en commentaire sous la vidéo. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce petit coin des lecteurs et des lectrices pour lire ensemble, et ça c'est accessible si vous venez me soutenir mon travail, soutenir la création de vidéos YouTube sur patreon.com/florieteller. Donc en attendant, le club de lecture en mars-avril, on a lu Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est le livre qui a inspiré le dessin animé de Ghibli, Le Château ambulant, que j'ai prévu de regarder. Là on est encore en avril quand je tourne cette vidéo, j'ai prévu de le regarder avant la fin du mois pour comparer les deux justement dans la vidéo bonus de Patreon. Et j'étais curieuse, ça fait longtemps que j'ai ce bouquin dans ma pile à lire, et j'étais curieuse de voir la différence entre le roman et la création animée qui en résulte. Si vous êtes lecteur ou lectrice, vous êtes peut-être un petit peu comme moi aussi, c'est que j'aime bien voir un petit peu le matériel source quand il y a un film, un dessin animé ou une série qui est tirée d'un livre. Je suis très curieuse. Je suis très très contente de cette lecture. Même si c'est assez jeunesse. Donc cette histoire de Sophie, qui est la fille d'un chapelier, qui donc fait des chapeaux dans sa ville. Une ville magnifique qui ressemble à Colmar. Et je crois d'ailleurs que Miyazaki s'est inspiré de Colmar pour la version animée de la ville. Avec les colombages et tout, c'est magnifique. Et qui se retrouve ensorcelée par la sorcière des steppes. Et d'un seul coup, elle gagne 60 ans, quoi. Elle passe de 20 ans à 80 ans. Elle devient une petite vieille et du coup, elle part à l'aventure et elle tombe sur un château ambulant qui appartient au magicien Hurle. Et elle se lie d'amitié avec son apprenti, avec un petit démon de feu qui est dans sa cheminée qui s'appelle Calcifer. Et on la voit qui vit ses aventures. J'ai adoré l'univers. Ça fait un petit peu conte de fées, un petit peu magique, mais magique émerveillement. Même s'il y a des moments qui sont un petit peu inquiétants, ça reste quelque chose de très très merveilleux en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment la relation entre Sophie et Hurle évolue. C'est vraiment un cocon, une parenthèse. Je pense que c'est le genre de bouquin que je classifierais en cozy fantasy, vous voyez. Ça a été un vrai cocon à lire, vraiment hyper agréable. Ensuite, alors le reste j'ai fait des listes parce que c'est tout en numérique. Hein. Un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Winter's Orbit par Everina Maxwell. Comme d'habitude en fait les bouquins, parce que moi je lis beaucoup en anglais. S'ils existent en français, je vous mets le lien vers la version française et le titre en français en description de la vidéo, et quand je mets la petite couverture, je mets la couverture en français. Donc je regarderai s'il existe en français. S'il n'existe pas en français, en général, je mets la liste des éditions, la page Goodreads
avec toutes les éditions du livre pour que si jamais il est traduit entre temps, entre le moment où je filme la vidéo et le moment où vous la regardez, parce que des fois vous regardez mes vidéos des années après, et bien la liste des éditions vous permet de voir si entre temps il y a une version française qui est sortie, si jamais vous ne lisez pas l'anglais. Donc Winter's Orbit par Everina Maxwell, qui est un space opéra un petit peu dans la lignée de ces livres de science-fiction que j'adore, qui est de la science-fiction plus sociale et culturelle que vraiment scientifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le terme science-fiction, pourquoi ça s'appelle science-fiction? C'est parce qu'à l'origine, à l'époque de Jules Verne et compagnie, quand le genre a été créé, c'était de la spéculation sur l'évolution de la science. Aujourd'hui, les auteurs et les autrices ont vraiment pris à bras le corps le côté imaginaire des choses, et pour imaginer des trucs qui n'ont plus rien à voir avec la vraisemblance scientifique, si vous voulez. Et j'ai trouvé, ces dernières années, une tendance que j'adore en tant que lectrice, qui est de spéculer non pas sur l'avenir de la science et des technologies, mais qui spécule sur l'avenir de nos sociétés d'un point de vue sociologique, culturel, d'un point de vue tradition, d'un point de vue religion, d'un point de vue construction d'une société humaine en fait, et qui imagine des sociétés futures qui sont basées sur des traditions et des cultures différentes des nôtres sur Terre, et qui sont bien évidemment inspirées par le fait d'avoir quitté la Terre, par le fait d'avoir colonisé des planètes, par le fait d'avoir peut-être eu des contacts avec des civilisations aliens qui ne fonctionnent pas comme les humains, etc. etc. Et alors je sais pas s'il y a un sous-genre pour ça, c'est juste que j'ai constaté que c'est un truc qui se développe pas mal et que j'adore, notamment l'autrice Ann Leckie avec la trilogie du Raj, qui a inventé tout un tas de cultures différentes. L'Empire du Raj, les gens ils ont pas de genre, donc tout le monde sont des humaines. Alors en anglais c'est le neutre, en français ils ont choisi de tout mettre au féminin. Elle avait sorti un bouquin où au contraire il y avait 3 genres, où on pouvait être homme, femme ou je sais plus comment le troisième genre s'appelait. Je pense aussi à Martha Wells avec le journal d'un assassin qui imagine notamment des économies différentes. Donc il y a tout un tas toute une partie de l'espace qui sont capitalistes, mais les personnages secondaires humains qu'aide le ou la héroïne non genrée qui est un robot, une unité de sécurité qui s'appelle l'assassin. Mais ils viennent d'une planète qui s'appelle Préservation, qui est une planète plutôt socialiste dans le sens premier du terme, à savoir avec des services publics au service de la société, etc. etc. Voilà, donc il y a plein, je sais qu'il y a Becky Chambers aussi, qui fait pas mal de science-fiction un peu culturelle comme ça, qui fait un peu du solarpunk, des choses un peu utopiques, et qui imagine aussi des cultures autres, des civilisations, des économies autres que ce qu'on vit sur Terre. Je vous ai toujours pas parlé du bouquin en question. Donc Winter's Orbit par Everina Maxwell est pour moi dans cette lignée-là. Ça se passe dans un système solaire, on comprend que ça vient d'une colonisation d'il y a très longtemps, mais qu'on est loin maintenant, elle a imaginé tout un système. Donc ce système solaire-là, il a plusieurs planètes habitées qui sont sous l'égide d'un empire. Mais on comprend qu'il y a des artefacts aliens qui permettent de voyager entre les systèmes solaires, donc on comprend qu'il y a une galaxie colonisée beaucoup plus vaste que ce système-là, mais il y a tout un contrôle en fait, je me rappelle plus comment ils s'appellent les... Ouais, en fait il y a une organisation qui contrôle les artefacts aliens et qui contrôle les trous de verre en fait, qui relient les systèmes solaires entre eux. Et donc, dans ce monde-là, l'Empire maintient son contrôle sur les différentes planètes en organisant des mariages avantageux entre des descendants, des petits-enfants, des petits cousins, des machins de l'empereur, qui est une femme, qui a décidé d'appeler empereur, même si c'est une femme, qui est la grand-mère du héros, qui est donc l'un des fameux petits-fils de cet empereur, qui se retrouve propulsé du jour au lendemain dans l'un de ces mariages arrangés. Parce que donc il se retrouve à se marier avec le comte d'une planète qui s'appelle Théa, parce que le mari du comte en question, qui est un cousin du héros, est mort. Il a eu un accident de navette et il est mort. Mais il y a, vous me suivez encore, hein,
c'est du space opéra politique, si vous n'avez pas compris. Il y a dans un mois une espèce de réunion rituelle qui se passe tous les 20 ans avec cette fameuse organisation qui contrôle les trous de verre et les artefacts aliens. Et pour pouvoir continuer à être dans l'espèce d'accord galactique qui leur donne le droit d'utiliser les trous de verre en question et de continuer à être en commerce avec les autres systèmes solaires, mais aussi d'être protégés par cette organisation contre les invasions des autres puissances militaires des autres systèmes solaires, il faut qu'ils renouvellent cette espèce de traité diplomatique. Et pour pouvoir renouveler ce traité, il faut que l'Empire montre que c'est bien au nom de toutes les planètes, et donc il faut que toutes les planètes aient une alliance solide et donc leur mariage. Donc on suit deux héros qui se retrouvent dans un mariage arrangé et qui doivent naviguer cette situation politique parce qu'on comprend bien vite que la mort de l'ex-mari en question là n'est pas si fortuite que ça et qu'il se passe tout un truc politique autour à la fois de l'Empire en lui-même et autour de ce traité avec cette organisation plus vaste. Donc on est sur du space opéra politique, social, avec une culture différente. Il y a un sous-ton de romance entre les deux héros, mais c'est pas une romance de science-fiction. C'est-à-dire que le côté romantique, il reste assez secondaire par rapport à toutes les intrigues politiques et les choses comme ça. Je me suis régalée, j'ai adoré. On est 100% dans le genre de space opéra que j'adore, ce que j'appellerais Mass Effect en livre, un petit peu, mais c'est encore plus politique que Mass Effect qui est plus, comme c'est un jeu vidéo, c'est plus action, c'est tout, en fait c'est tout ce que j'aime habituellement dans la fantasy, donc tout ce côté intrigue politique, jeu de pouvoir, etc., qui fait réfléchir, etc., tout en découvrant un univers qui est différent. Mais là, pour le coup, adapté à un univers de science-fiction, de space opéra que j'adore, plutôt que de la fantasy classique avec des royaumes, des chevaliers, des machins comme ça. J'ai adoré. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui est indépendant, mais qui se passe dans le même univers, que j'ai rajouté à ma liste à lire. Ensuite, j'ai commencé 2 séries d'urban fantasy d'aventure. C'est l'urban fantasy que j'appelle post-Buffy contre les vampires. Si vous connaissez la série Buffy contre les vampires qui est sortie à la fin des années 90, qui sont ces séries d'urban fantasy avec des héroïnes en personnage principal, qui sont en général fortes d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'elles ont des pouvoirs magiques comme Buffy qui l'élu, soit parce qu'elles savent se battre comme Buffy qui sait se battre. Et en général ces séries-là, en fait, il y a plusieurs tomes avec la même héroïne qui va vivre des aventures, qui va avoir des méchants à abattre ou qui va avoir des mystères à résoudre, et on la voit évoluer au fil des tomes, et il y a des personnages secondaires qui gravitent autour d'elle qui évoluent au fil des tomes, et moi c'est un genre littéraire qui me plaît beaucoup. Surtout quand il est orienté assez adulte, assez mature. Parce que les séries de ce type-là que j'ai arrêté de lire, c'est en général parce que j'ai trouvé un petit peu trop adolescente, un petit peu trop immature. Et ma série préférée dans ce genre-là, c'est Kate Daniels, on en reparlera quand j'aurai fini de lire tous les livres. Mais là, j'en ai découvert 2 nouvelles que j'adore. La première s'appelle Guild Codex Spellbound, donc c'est le nom de la série par Annette Marie. Et le premier livre s'appelle Three Mages and a Margarita, je crois que c'est sorti en français, vous allez voir tout en français comment ça s'appelle. C'est une série qui a 7 ou 8 livres je crois, et en anglais elle est disponible sur Kindle Unlimited, du coup je suis très contente, ça me permet d'utiliser mon abonnement à Amazon. Et c'est une série parmi d'autres. Je sais qu'une copine à moi m'a conseillé une autre série dans le même univers par la même autrice, que j'ai pas encore lue, j'ai commencé par la toute première, et j'adore. En gros c'est un peu du Harry Potter pour adultes. C'est une grosse simplification, mais si vous aviez envie d'avoir un univers à la Harry Potter, où il y a toute une organisation magique en parallèle des humains, dont les humains sont pas au courant, avec des organisations, avec un gouvernement, avec un truc comme ça, mais où vous aviez envie de voir les adultes mages répondre à des primes, protéger les gens contre des mauvais magiciens en tant qu'adultes, plutôt que de voir des gamins à l'école, et ben ça, c'est exactement ça. L'héroïne, un autre truc que j'ai adoré, c'est que l'héroïne est humaine. Elle est humaine, et au début du livre, elle n'est pas au courant que cette société de mythique existe. Elle a un peu une grande gueule, et elle est serveuse, et quand on est dans
un métier de service avec une grande gueule, qu'est-ce qui se passe? On se fait virer parce qu'on est impoli avec les clients. Donc c'est ce qui lui arrive au début du livre. Et en fait, elle tombe sur une offre d'emploi, enfin, je sais plus, je crois qu'elle trouve un papier dans la rue ou un truc comme ça, et elle tombe sur une offre d'emploi pour être barista, barmaid, dans un bar un peu particulier qui a l'air d'être un bar d'un club un peu sélectif, qui s'appelle en anglais The Crow and Hammer, donc je sais pas comment ils ont traduit en français, le corbeau et le marteau, je sais pas. J'espère que les traducteurs ils ont trouvé un meilleur nom. Et donc elle arrive, elle se présente pour le job, quand elle arrive, la nana elle est dépassée, etc. Donc elle dit bah vas-y, fais les trucs. Puis il se passe des trucs un petit peu bizarres, et on comprend qu'en fait c'est le club d'une guilde de mages, parce que dans cet univers-là, les mythiques, donc les différents types de magiciens, des mages, des sorciers, des élémentaux, des machins, des alchimistes, etc., ils ont des classes, doivent être affiliés à une guilde. Ça fait partie de la manière dont le gouvernement des mythiques contrôle un petit peu sa population, et donc elle se retrouve dans cette guilde-là, dans laquelle elle n'a pas du tout le droit d'être, parce que les humains sont pas censés être au courant. Et de là, alors elle rencontre 3 magiciens, d'où le titre Three Mages and Margarita. Donc la Margarita c'est parce qu'elle est barista, et Three Mages, qui veut dire 3 mages, c'est parce qu'elle tombe sur 3 magiciens, qui sont jeunes et beaux, comme ça arrive souvent dans ces urban fantasy post-Buffy, et qui l'embarquent dans toute une aventure avec un méchant, etc. Donc elle se retrouve embarquée dans tout un tas d'aventures magiques, autant vous dire qu'elle est vite au courant que les magiciens existent, et qu'elle est vite au courant qu'elle n'a pas le droit de garder le boulot qu'elle a, puisqu'elle n'est pas du tout censée être au courant de tout ça. Et j'ai également lu le tome 2 qui s'appelle Dark Arts and a Daiquiri, je crois, un truc comme ça, qui est hyper intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ces univers-là, c'était ce que j'avais adoré chez Kate Daniels, c'est que chaque tome fait découvrir un aspect différent de cette société magique qu'on connaît pas. Et je trouve ça cool. Et je trouve ça cool d'avoir, d'un côté, un arc qui se termine à chaque tome, donc un méchant, un mystère, un truc qui se termine à chaque tome, qui permet d'avoir une satisfaction de la fin du truc, tout en suivant les mêmes personnages au fil des tomes, et d'avoir peut-être, là dans le tome 1, elle récupère un artefact magique qui l'aide à se protéger, bah, elle l'utilise dans le tome 2, vous voyez, c'est un peu, dans le tome 2, elle va rencontrer des gens que je pense qu'on reverra dans les tomes d'après. J'aime bien cette espèce de continuité, malgré le fait que chaque tome se suffit à lui-même en termes d'arc narratif, si vous voulez. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, même si l'héroïne, elle a une grande gueule, etc., elle reste suffisamment mature dans son comportement pour que ça m'ait beaucoup plu quand même. Enfin, on verra au fil des tomes, c'est vraiment une série que je viens de découvrir. Et le fait qu'elle soit humaine et qu'elle n'ait pas de pouvoir particulier, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans un genre littéraire où traditionnellement l'héroïne c'est plutôt une élue qui a plein de pouvoirs, qui a plein de machins. Là c'est l'inverse, c'est la poule dans un nid de renard quoi. Je trouve ça très très intéressant. Et la deuxième série d'Urban Fantasy que j'ai découvert, qui est peut-être un petit peu plus confidentielle puisque c'est auto-publié, elle s'appelle Death Before Dragons, donc la mort avant les dragons, par Lindsay Buroker. Lindsay Buroker qui est une autrice de livres d'aventure. Alors elle pour le coup c'est vraiment aventure, où j'ai déjà lu une série de sa part, dont je vous parlerai dans un futur truc parce que ça fait déjà 50 ans que je vous parle, qui s'appelle Fallen Empire et qui est du space opéra mais à la Firefly, si vous connaissez la série Firefly. Donc hyper aventure quoi. Et là c'est pareil mais en urban fantasy. Qui se passe plein de trucs, l'héroïne elle s'en prend plein la gueule, il y a plein d'aventures, plein de rebondissements, etc. C'est hyper divertissant. Et donc en gros c'est une urban fantasy avec une héroïne qui est une demi-elfe, donc elle se gêne pas pour utiliser tous les trucs de la fantasy classique en urban. Donc il y a des elfes, des orques, des dragons qui prennent forme humaine, des trolls, des gobelins, des vampires, il n'y a pas de problème, j'adore cette diversité quoi, il y a vraiment de tout. Et il y a le fameux concept que la Terre c'est un seul univers parmi d'autres, et puis qu'il y a le monde des elfes, le monde des trucs, le monde des machins, le monde des dragons, etc. Et donc elle est ancienne militaire, elle est demi-elfe, donc elle est plus puissante, on va dire, physiquement qu'un humain classique. Elle a pas tellement de magie, mais elle a une épée magique, elle a, elle avance plus vite, etc. machin. Et quand elle a terminé son service, parce qu'elle a la quarantaine, elle a 42-43 ans, qui est un truc qui me plaît. On n'est pas dans l'héroïne qui a 20 ans, machin, c'est une héroïne d'âge moyen, qui a un ex-mari, qui est une enfant adolescente, qui a plus de 40 ans, qui est en deuxième partie de carrière.
Ça, je trouvais ça cool, vous voyez. Ouais, ça cool. Ça change. Et donc elle était dans l'armée jusqu'à, je sais pas, 30-35 ans, je sais pas à quel âge on devient trop vieux pour être soldat, et elle est devenue, je crois que ça fait 10 ans qu'elle est contractante indépendante pour l'armée humaine, et pour une cellule du gouvernement qui est au courant de l'existence des créatures magiques, et qui, en fait, tue les créatures magiques, assassine les créatures magiques qui commettent des crimes, en fait, et qui sont dangereuses pour les humains, vu que le gouvernement ne reconnaît pas officiellement l'existence des créatures magiques et donc n'a pas de système de justice officiel pour punir les criminels magiques, et ben ils envoient des gens comme cette héroïne pour les assassiner s'ils sont dangereux. S'ils tuent, en général, c'est quand ce sont eux-mêmes des meurtriers, elle les envoie pour les assassiner. Donc elle fait ce métier depuis 10 ans, elle a sa cible c'est un wyvern, donc une sorte de dragon. Et quand elle l'assassine, elle se retrouve en travers du chemin d'un dragon qui est capable de prendre forme humaine, qui vient du monde des dragons et qui était venu sur Terre pour justement appréhender ces criminels-là, pour les amener dans son système de justice à lui. Du coup, il est pas bien content qu'elle ait assassiné son suspect, et du coup, il la traite comme une meurtrière en fait, en disant que c'était pas bien de l'avoir assassinée, c'est une meurtrière, etc. Et s'ensuit, j'ai lu 3 tomes parce qu'en fait, la première trilogie est disponible sur Kindle Unlimited sous forme d'un seul livre, enfin sous forme d'une intégrale, on appelle ça, je crois. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, et voilà, c'est hyper intéressant parce qu'elle a, pour le coup, ça se suit davantage, même s'il y a un méchant ou un mystère par tome, je trouve qu'il y a davantage de continuité, un fil rouge davantage présent. Donc c'est vraiment un truc qui se lise un petit peu à la suite, un peu comme des épisodes de série, vous voyez, de série télé, j'entends. Et donc on a la manière dont cette nana-là elle évolue, son rapport avec cette unité du gouvernement, ce dragon qui vient foutre la merde et lui dire que moralement c'est pas bien ce qu'elle fait, c'est une meurtrière, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a un petit peu le dilemme moral de cette héroïne qui fait ça pour protéger l'humanité, et en même temps qui prend conscience qu'effectivement c'est problématique d'envoyer des assassins après les criminels plutôt que de les mettre dans un système de justice. Et puis avec le dragon, c'est un peu enemies to lovers, quoi, j'ai l'impression. Ils sont pas vraiment lovers, mais j'ai l'impression qu'elle est en train d'emmener la relation vers... au départ, ils sont un peu adversaires, ils sont obligés de collaborer ensemble, et j'ai l'impression que ça va partir en relation amoureuse. Voilà pour les 2 séries d'Urban Fantasy que j'ai découvertes ces dernières semaines. Et pour terminer, j'ai enfin fini la trilogie de Naomi Novik qui s'appelle La Scholomance. Donc il y a 3 tomes et j'ai vu que le tome 3, donc c'est le tome 3 que j'ai lu récemment, et j'ai vu qu'il était enfin traduit en français, donc maintenant vous avez la trilogie en entier disponible en français. Donc une éducation meurtrière, je sais plus comment s'appelle le tome 2, et les enclaves dorées. Donc moi c'est les enclaves dorées que j'ai lu en avril. Donc c'est une trilogie d'urban fantasy, et là on est un peu sur un mélange Harry Potter et Battle Royale. C'est-à-dire que Naomi Novik a créé un univers magique que je trouve hyper intéressant, avec 2 particularités. La première particularité, c'est que il existe dans l'univers des espèces d'esprits maléfiques, qu'elle appelle des mals, moi j'ai lu en anglais, donc en anglais ils appellent ça des mals, qui sont des espèces de monstres qui se manifestent dans le vrai monde, un peu comme des esprits, un peu comme les yokai japonais, des trucs comme ça, vous voyez, qui se nourrissent du mana, c'est-à-dire de l'énergie des magiciens. Et donc du coup, ils attaquent les personnes douées de magie. Et ils se jettent spécifiquement sur les enfants, qui sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup moins capables de se défendre que les adultes. Ce qui fait qu'elle a créé un univers où le taux de survie des enfants de magiciens est très bas en fait. Puisqu'ils se font sans cesse attaquer par ces monstres. Et ils ont réagi, en fait cet univers-là a réagi de 2 manières à ce problème. La première manière, c'est qu'ils ont créé des enclaves. Donc les magiciens sont dans des espèces de poches hors de la réalité, dans lesquelles ils ont créé des petites villes, quoi. Je sais pas quelle taille ça fait exactement, peut-être la taille d'une ville, mais un peu comme un immense complexe quelque part, où les magiciens vivent avec leurs enfants, et dans laquelle il y a des barrières et des machins, des protections magiques, qui fait que les mâles ne peuvent pas rentrer dedans. Et maintenant, quand je dis mâle comme ça en français, je pense à la valise magique avec des pattes qu'il y a dans Terry Pratchett, là. Je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Pas grave.
Vous penserez au mal comme moi, avec les petites pattes. Ah, elle est fatiguée la dame, elle est fatiguée. Sauf que le problème de ces enclaves, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde et que du coup on se retrouve dans une société très inégalitaire entre les gens des enclaves, les magiciens des enclaves qui ont du pouvoir, qui ont des privilèges, qui peuvent protéger leurs enfants, et tous les autres qui vivent dans le monde à devoir ramer pour protéger leurs gosses et bien souvent travailler pour les enclaves en espérant décrocher une place pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Donc il y a un vrai... il y a un vrai thème d'inégalité sociale, de pouvoir et de privilège qui est abordé au fil de la trilogie et qui est particulièrement présent dans le tome 3. Et la deuxième manière dont cet univers a réagi face à cette situation qui est que les magiciens ont une durée de vie très limitée, c'est d'avoir créé la Scholomance, qui est une école, un peu comme une enclave aussi, c'est une école qui est en dehors de la réalité et qui a un peu une conscience et puis qui se gère toute seule. Il n'y a pas de professeur dans cette école. Et en fait, ils envoient tous les enfants entre 14 et 18 ans, donc à peu près l'équivalent du lycée, sauf que c'est 4 ans quoi, dans cette école. Et ils doivent survivre. Et c'est là qu'il y a un peu le côté battle royale. Alors, ils n'ont pas à s'attaquer les uns les autres, mais il faut qu'ils survivent pendant 4 ans, sachant qu'ils ne peuvent pas sortir du tout pendant 4 ans, et que les parents ne peuvent pas leur envoyer de la bouffe, des vêtements, des machins. C'est-à-dire qu'ils rentrent en première année, ils ressortent 4 ans plus tard s'ils survivent, et pendant 4 ans ils se démerdent. Donc il y a ce côté survie en fait, ce côté où il faut essayer de créer des alliances à l'intérieur de l'école, il faut trouver des solutions pour se protéger des mâles, parce que bien évidemment que les mâles en question, même si l'école elle a des barrières, etc., les mâles ils rentrent quand même. Et il faut en même temps qu'ils suivent leurs études, et qu'ils apprennent des sorts, parce que justement cette école elle leur permet de sortir de l'école apte à se protéger contre les mâles une fois adultes. Et donc il y a un peu ce côté Battle Royale / Squid Game, enfin cette espèce de côté survie, et tout le côté sociologique qui va avec la survie, à savoir créer des alliances, faire confiance, pas faire confiance aux autres élèves, etc. etc. Sachant que à la fin des 4 ans, ils sont censés, leur diplôme consiste à survivre dans un hall pour les amener jusqu'aux portes de l'école qui est rempli de mâles. Voilà. Et l'idée c'est que je crois qu'ils ont peut-être 25 ou 50% de survie quand ils sont dans l'école, alors que s'ils ne sont pas envoyés dans l'école, il y a un enfant sur 20 qui survit, vous voyez. C'est vraiment compliqué si vous voulez. Et l'école aussi, elle a des places limitées, donc il y a encore une fois cette histoire de privilège qui revient, parce que tous les enfants de magiciens n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une place dans l'école. Ça c'est l'univers. Et le deuxième élément de magie que j'ai trouvé intéressant, c'est que la magie dépend de la croyance des gens. C'est-à-dire que, par exemple, les magiciens ne peuvent pratiquement pas faire de magie au milieu des humains normaux parce que les humains normaux ne croient pas à la magie. Et parce qu'ils ne croient pas à la magie, ça coûte beaucoup plus de mana de réussir à faire un sort quand même. Alors qu'à l'inverse, si le magicien croit dur comme fer dans sa capacité à faire son sort et qu'il est entouré d'autres magiciens qui croient à la magie, le sort va être beaucoup plus puissant pour un coût beaucoup moindre. Donc j'ai bien aimé ce côté où l'efficacité réelle du sort dépend de la croyance en fait et de l'état d'esprit de la personne. Je trouvais ça intéressant. Et donc la trilogie suit l'héroïne qui s'appelle Galadriel, qui est une maman un peu new age machin, d'où le nom de l'héroïne, et qui commence quand elle est en 3e année, donc le tome 1, une éducation meurtrière, c'est Galadriel qui a 16 ans et qui arrive en 3e année de la Scholomance, et qui est une héroïne plutôt désagréable, plutôt distante, qui se fait pas d'amis, tout le monde l'évite, tout le monde la déteste. Et on comprend rapidement que c'est parce qu'il y a une prophétie autour d'elle, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui a dit qu'elle allait causer de la destruction ou je sais pas quoi, et du coup il y a une espèce de malédiction autour d'elle, les gens l'aiment pas. Et comme du coup elle se fait rejeter depuis qu'elle est gamine, et ben du coup elle est désagréable, et elle est méchante avec tout le monde, et du coup on arrive en 3e année de la Scholomance, elle a pas d'alliés, elle a pas d'amis, et ça va être compliqué pour elle de survivre, parce qu'elle est pas... elle est un peu antisociale, quoi, un peu asociale. À part un individu qui s'appelle Orion, qui est dans la 3e année aussi, qui lui il a du pouvoir parce qu'il vient de l'enclave de New York, etc. Et qui décide de jouer le chevalier servant, et qui tue énormément de mal et qui a sauvé plein d'élèves, dont Galadriel.
Elle, ça la gonfle, mais lui, il a cette espèce de côté chevalier blanc. Puis il y a d'autres personnages après qui s'ajoutent. Et donc on la voit qui essaye de passer cette 3e année alors qu'elle n'a pas d'alliés, etc. Puis évidemment que c'est pas un spoiler si je vous dis qu'elle va commencer à se faire des alliés, hein, sinon ce serait pas drôle de suivre quelqu'un qui est tout le temps tout seul. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que, et c'est pas la seule dans l'histoire, parce que c'est un personnage féminin qui n'a pas le caractère habituel des personnages féminins. C'est-à-dire qu'elle n'est pas agréable, elle n'est pas polie, elle n'est pas soumise, elle n'est pas souriante. On attend des femmes qu'elles soient agréables, polies, souriantes, sociales, qu'elles s'assurent de l'harmonie sociale entre les gens, etc. etc. Et c'est rare dans la fiction de trouver, surtout dans un rôle d'héroïne et non pas d'antagoniste, des femmes qui ont un caractère de merde en fait. Et moi ça m'a bien plu. Voilà, autrement, pour clore un petit peu tout ça, sur l'ensemble de la trilogie, sachez que la fin du tome 2 se termine par un cliffhanger si vous aimez pas ça, sachez-le. Peut-être que c'est pas mal d'acheter les 3 bouquins et de les lire d'affilée. Mais sinon, j'étais très très contente de la manière dont les choses évoluent, sans vous spoiler, hein. J'ai trouvé que pour le coup, c'est vraiment 3 livres qui doivent se lire à la suite. C'est pas 3 histoires indépendantes avec un fond commun, c'est vraiment... Ça pourrait être un seul livre découpé en 3, quoi, si vous voulez. Mais j'ai trouvé, pour avoir fini le 3e tome, que ça se résume bien, on a les réponses aux questions qu'on se posait, on a une impression que les différents fils narratifs se rassemblent, que les intrigues se résolvent, il y a un sentiment de satisfaction à la fin de la trilogie que j'ai trouvé très agréable. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est la maturité de l'univers, malgré le fait qu'on est sur du young adult, avec des héros qui ont entre 16 et 18 ans au fil de la trilogie. Ils se comportent... Enfin, c'est un peu comme Six of Crows de Leigh Bardugo, où pareil, les héros, ils ont entre 16 et 18 ans, ils se comportent comme des gens de 30 ans, là c'est un petit peu pareil. Je trouve qu'elle a créé des adolescents qui sont matures, qui sont nuancés, qui ont différentes personnalités, différents caractères, différentes émotions, qui s'expliquent par leur passé. C'est riche, même si vous ne lisez pas de littérature jeunesse, que vous préférez les choses un peu adultes comme moi, franchement, c'est mature. Même si les héros sont jeunes, c'est mature. Et enfin, je trouve, après Naomi Novik, moi c'est une de mes autrices préférées, les personnages sont vraiment attachants. J'ai trouvé le tome 2 un peu plus faible, mais c'est souvent le cas dans une trilogie, quand le tome 2 fait un peu transition. Mais j'ai adoré le tome 1 et le tome 3, j'ai trouvé que les personnages évoluaient de manière très intéressante, je les ai trouvés très attachants, j'ai pleuré en lisant le tome 3. Franchement, c'est une trilogie que je vous conseille. Et sur ces mots, je suis sûre que la vidéo fait encore 50 minutes. Je vous remercie d'être resté avec moi tout le long. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.